Si tu veux jouer à l'idiot, Gabriel, commence par arrêter de me regarder comme si j'étais encore ta femme. Camille Moreau pensait avoir enterré son mariage avec Gabriel Delacroix le jour où il l'avait laissé seul face aux accusations de sa famille. 2 ans plus tard, l'ancien PDG le plus redouté de Paris réapparaît devant son atelier du Marais, maladroit, humilié, presque ridicule. Mais Camille connaît trop bien cet homme pour croire à une chute aussi simple. Derrière ces gestes d'imbécile, Gabriel cache peu, être une stratégie, un danger et une vérité qu'il n'a jamais osé lui avouer. Entre amour blessé, mensonges de famille et guerre silencieuse autour du pouvoir, la femme qu'il veut reconquérir va devoir décider si elle doit le chasser ou le démasquer. Le café tomba avant même que Camille Moreau ait le temps d'ouvrir la porte. Le gobelet glissa des doigts de Gabriel Delacroix, heurta le bord du trottoir et éclata contre les dalles claires devant la vitrine de l'atelier. Une vieille dame ralentit avec son chien, 2 étudiantes échangèrent un sourire moqueur et un livreur à vélo jura parce qu'il avait dû éviter la flaque au dernier moment. Gabriel, lui, resta planté là, un couvercle de carton entre les doigts, le manteau froissé et les cheveux légèrement humides, l'air d'un homme qui venait de perdre une bataille contre un café trop chaud. Camille ne bougea pas tout de suite. À travers la vitre où son nom brillait en lettres dorées, elle observa celui qui avait été son mari, celui que les journaux économiques appelaient autrefois le prince froid de la défense. Aujourd'hui, il sentait la pluie, le métro et une humilité trop bien choisie pour être vraie. Elle ouvrit enfin. La clochette tinta au-dessus d'elle. Gabriel leva vers elle des yeux qu'il voulait maladroits, presque suppliants. « Je crois que j'ai raté mon entrée, » dit-il. Camille baissa les yeux vers le café, puis les releva vers lui. « Non, Gabriel, ton entrée est seulement ridicule. Ce que tu as vraiment raté, c'est ton mariage. » La phrase claqua sans qu'elle ait besoin de hausser la voix. Gabriel l'encaissa comme on accepte une dette dont on connaît le montant exact mais pas encore les intérêts. Il chercha un mouchoir dans la poche de son manteau, n'en trouva pas, puis tenta d'essuyer le café avec la manche d'un pull sombre qui n'avait manifestement pas été choisi par un homme habitué à regarder les prix. Camille observa tout. Le geste était trop lent, l'embarras trop visible, la maladresse trop complète. Gabriel Delacroix n'avait jamais été complet dans l'échec. Même lorsqu'il perdait, il gardait une manière de contrôler la pièce, de mesurer les regards, de transformer l'humiliation en stratégie. Elle le savait parce qu'elle avait été sa femme pendant 3 ans. Elle l'avait vu sourire à un concurrent dont il venait de racheter les dettes, s'excuser sans jamais s'abaisser, offrir des fleurs comme on signe un contrat. Et maintenant, il se tenait devant elle comme un homme qui ne savait plus quoi faire de ses mains. « Je peux nettoyer, » dit-il. Camille croisa les bras. « Tu ne savais déjà pas nettoyer tes propres mensonges. Ne commence pas par mon trottoir. » Derrière elle, Nour, son assistante, s'immobilisa près de la table de coupe, un mètre ruban autour du cou. Dans l'atelier, une cliente tourna discrètement la tête. Tout le monde avait compris que l'homme dehors n'était pas un inconnu. À Paris, dans certains cercles, le nom Delacroix évoquait les hôtels, les immeubles, les galas de charité et les scandales qu'on enterrait sous des nappes blanches. Gabriel se redressa avec une prudence presque comique. Il avait perdu du poids, ou bien il avait choisi des vêtements capables de le faire croire. Son visage gardait cette beauté froide qui avait autrefois agacé Camille autant qu'elle l'avait blessé. Mais quelque chose semblait fissuré autour de ses yeux. Pas assez pour demander pardon. Assez pour rappeler qu'un homme peut vieillir très vite lorsqu'il découvre que son pouvoir n'a jamais protégé ce qui comptait. « Je ne suis pas venu pour te causer des problèmes, » dit-il. Elle eut un rire bref. « Alors tu t'es encore trompé d'adresse. » Il regarda l'intérieur de l'atelier derrière elle, les rouleaux de soie rangés contre le mur, les mannequins de couture, les croquis épinglés, les robes sous housse transparentes, le petit bureau où elle avait reconstruit sa vie facture après facture. « Je cherche un travail. » Même Nour laissa échapper un petit bruit. Camille, elle, resta immobile. « Un travail? Toi, Gabriel Delacroix, ancien PDG du groupe Delacroix, actionnaire principal de 3 hôtels parisiens, propriétaire d'une maison à Neuilly et d'un appartement où ta salle de bain vaut plus cher que tout mon atelier. »
Il baissa les yeux, comme si cette liste l'embarrassait. « Je ne suis plus exactement cet homme-là. »« Non, » répondit-elle. Cet homme-là avait au moins le courage d'être arrogeant en face. Gabriel serra le couvercle du gobelet dans sa main. « Je peux porter des cartons, répondre au téléphone, ranger les tissus, apprendre. » Camille s'approcha d'un pas. « Tu veux apprendre? Très bien. Première leçon. Quand on détruit quelqu'un, on ne revient pas 2 ans plus tard lui demander un badge d'employé. » Il ne répondit pas tout de suite, et ce silence réveilla la vieille scène. Camille revit la villa Delacroix à Neuilly-sur-Seine, les rideaux trop lourds, le marbre trop blanc, les portraits de famille alignés comme des juges morts. Éliane Delacroix se tenait près de la cheminée, élégante, sèche, le menton levé avec cette certitude des femmes qui confondent la cruauté avec l'éducation. Étienne, le cousin de Gabriel, observait depuis le bar, une main autour d'un verre qu'il ne buvait pas, les lèvres pliées dans une compassion soigneusement fabriquée. Et Gabriel, au centre du salon, tenait un dossier bleu nuit dans la main. Il n'avait pas crié, il n'avait pas insulté, il avait simplement demandé « C'est toi qui as fait ça, Camille ?» La question avait traversé la pièce plus violemment qu'une accusation. On l'avait soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels sur une acquisition hôtelière stratégique. La fuite avait coûté des millions au groupe Delacroix et déclenché une guerre interne que les journaux n'avaient jamais entièrement comprise. Camille savait qu'elle était innocente. Elle croyait que Gabriel le saurait aussi. Mais ce soir-là, il avait regardé le dossier avant de la regarder elle. 3 semaines plus tard, elle avait signé le divorce sans pleurer devant eux, pas par force, par orgueil, parce qu'il ne leur restait que son silence à ne pas salir. « Camille !» dit Gabriel, et son prénom dans sa bouche sembla chercher une porte condamnée. Elle revint au présent d'un seul coup. « Ne dis pas mon prénom comme si tu avais encore le droit d'y habiter. » Il ferma les yeux 1 seconde. Quand il les rouvrit, l'idiot maladroit avait presque disparu. Pas complètement. Juste assez pour qu'elle voie l'homme derrière le rôle. « Je sais que je n'ai plus aucun droit. Alors pourquoi tu es là ?» Il regarda brièvement la rue. Ce fut à peine un mouvement, mais Camille le nota. Son regard ne s'arrêta pas sur elle, ni sur le café, ni sur les passants. Il glissa vers le lampadaire situé à droite de la vitrine. Camille suivit malgré elle cette trajectoire et aperçut un point noir qu'elle n'avait jamais remarqué, minuscule, fixé sous la bague métallique. Une caméra, ou quelque chose qui y ressemblait assez pour lui serrer le cœur. Gabriel reprit aussitôt son air confus, comme s'il venait de perdre le fil de sa propre phrase. « Je suis là parce que je suis devenu inutile ailleurs. » Camille sentit une colère froide monter en elle. Non seulement il mentait, mais il mentait mal exprès. Il voulait qu'elle voie le mensonge. Il voulait l'obliger à poser la question suivante. Elle refusa de lui faire ce cadeau. « Nour, apporte-moi le vieux chiffon près de l'entrée. » L'assistante obéit, trop curieuse pour prétendre ne pas écouter. Camille prit le chiffon, le lança à Gabriel et dit « Tu veux travailler? Nettoie. » Voir Gabriel Delacroix à genoux devant son atelier aurait dû lui donner une satisfaction brutale. Pendant des années, les femmes de sa famille l'avaient regardé comme une erreur bien habillée. Les hommes de son monde lui avaient souri avec cette indulgence réservée aux épouses qui viennent de moins haut. Éliane ne l'avait jamais appelée ma belle-fille sans y mettre un peu de poison. Et Gabriel, même lorsqu'il l'aimait, n'avait jamais vraiment compris le poids de ses regards, parce qu'un homme né au centre d'un empire ne sent pas toujours les murs qui écrasent ceux qui y entrent par amour. Maintenant, il essuyait le café devant sa vitrine, sous les yeux d'une cliente, de Nour et de 2 passants amusés. Pourtant, Camille ne ressentit pas la victoire attendue, car Gabriel, en s'accroupissant, plaça son épaule exactement entre le lampadaire et la vitrine. Il bloquait l'angle du petit point noir, il essuya lentement, fit tomber le chiffon, s'excusa, recommença, déplaça le gobelet écrasé du bout des doigts et couvrit encore l'objectif supposé. 30 secondes, puis 1 minute entière. Trop long pour nettoyer une simple tâche, trop précis pour un homme maladroit. Camille comprit alors que ce théâtre ne s'adressait pas seulement à elle. Quelqu'un regardait peu, être. Quelqu'un devait croire que Gabriel Delacroix était tombé assez bas pour se ridiculiser devant son ex-femme. Et lui, au milieu de cette comédie,
venait de lui montrer la première fissure du piège. Quand il se releva, il avait réellement du café sur la manche et une trace sombre au genou. Il paraissait pitoyable, il paraissait dangereux. Camille détesta l'équilibre entre les deux. « Entre » dit-elle finalement. Nour se tourna vers elle, stupéfaite. Gabriel lui-même sembla surpris, mais seulement un dixième de seconde. Camille le vit et regretta aussitôt. « Ne prends pas cet air, je ne t'invite pas dans ma vie. Je t'autorise à entrer dans une pièce que je peux te demander de quitter. » Il hocha la tête. « C'est déjà plus que ce que je mérite. Ne commence pas avec l'humilité décorative, elle ne te va pas. » Il passa le seuil, et la clochette tinta au-dessus de lui comme une mauvaise bénédiction. À l'intérieur, l'atelier sembla soudain plus petit, pas parce que Gabriel prenait de la place, mais parce que le passé était entré avec lui. Une cliente habituée, Madame Armand, héritière discrète d'une ancienne maison de parfums, posa sur lui un regard brillant. « Monsieur Delacroix, quelle surprise! Je ne savais pas que votre groupe investissait dans la couture indépendante. » Gabriel lui adressa un sourire parfaitement imparfait. « Pour l'instant, madame, j'investis surtout dans l'apprentissage du nettoyage de trottoirs. » Madame Armand rit, Nour aussi malgré elle. Camille non. Elle observait la main gauche de Gabriel, qui venait de replacer discrètement le chiffon mouillé sur le rebord de la vitrine, précisément devant la zone visible depuis la rue. La matinée prit alors une forme absurde. Gabriel demanda où ranger les bobines, confondit le lin et l'organza, s'excusa auprès d'un mannequin de couture après l'avoir bousculé et réussit à coincer l'extrémité de son écharpe dans le tiroir de la caisse. Nour passa de la méfiance au rire nerveux, puis du rire à une sorte de fascination. Madame Armand, ravie du spectacle, resta plus longtemps que prévu et finit par commander une robe supplémentaire pour un gala à la Fondation Lambert. Camille nota la commande, répondit aux questions, vérifia les mesures, mais son attention revenait sans cesse vers la vitrine. Depuis 3 semaines, quelque chose se resserrait autour de son atelier. 2 clientes importantes avaient annulé sans explication. Un fournisseur lyonnais avait demandé un règlement anticipé en prétendant avoir reçu des informations préoccupantes sur sa stabilité financière. Un petit blog mondain avait publié une phrase perfide: « Certaines femmes continuent de vivre longtemps sur le nom de leur ancien mari. » Camille avait cru à de la jalousie ordinaire. Maintenant, avec Gabriel qui faisait semblant d'être idiot à 2 mètres d'un dispositif de surveillance, tout prenait une autre couleur. Lorsque Madame Armand partit enfin, Gabriel renversa une boîte d'épingles près de la porte. Les petites pointes brillèrent sur le parquet. Nour poussa un cri. Camille s'approcha lentement, se pencha à côté de lui et murmura: « Tu comptes jouer combien de temps ?» Gabriel ramassa une épingle, puis une autre. « Jouer à quoi ?» Elle sourit sans chaleur. « À l'homme inoffensif. » Il leva les yeux vers elle, et pendant une seconde, la réponse qu'il ne prononça pas fut plus claire que toutes les confessions. Puis il dit doucement: « Jusqu'à ce que les vrais hommes dangereux cessent de faire attention à moi. » Camille resta accroupie face à lui, une épingle entre les doigts, sans savoir ce qui la révoltait le plus, le fait qu'il confirme le danger ou le fait qu'il continue à le faire sous forme de devinette. « Tu n'as donc rien appris ?» souffla-t-elle. Gabriel baissa la tête. « J'ai appris beaucoup de choses. »« Non, tu as appris à perdre du style peu, être, pas à dire la vérité. » Nour fit semblant de ranger des cintres au fond pour ne pas entendre, mais Camille savait que chaque mot se déposait dans l'atelier comme de la poussière sur les tissus. Gabriel serra les épingles dans sa paume, trop fort. Une minuscule goutte de sang apparut au bout de son index. Il ne sembla pas la sentir. « Je ne peux pas tout te dire ici. » Camille eut un rire bref. « Évidemment. Les hommes comme toi ont toujours une bonne raison de donner la vérité en portions mesurées. » « Camille, non. » Elle se releva d'un mouvement sec. « Tu m'as déjà fait ça, dans ta maison, devant ta mère. Tu savais que quelque chose clochait, mais tu as choisi le dossier, les apparences, le nom Delacroix. Tu as choisi tout ce qui était froid, parce que c'était plus facile à tenir qu'une femme qui tremblait devant toi. » Gabriel resta à genoux un instant de trop, puis il se leva. Son visage était pâle. « Je ne suis pas venue pour que tu me pardonnes aujourd'hui. »« Heureusement, » répondit-elle. « Je n'avais pas prévu un tel acte de charité. » Le silence fut coupé par la sonnerie du téléphone.
Nour décrocha, écouta, puis pâlit presque aussitôt. Camille se tourna vers elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Nour couvrit le combiné avec sa main. « C'est l'hôtel Saint-Roch. Ils annulent le rendez-vous pour les uniformes. Ils disent qu'ils ont reçu des éléments remettant en cause notre fiabilité. » Camille sentit son corps devenir très calme, ce calme terrible qui venait juste avant les décisions irréversibles. L'hôtel Saint-Roch représentait 3 mois de travail, une vitrine prestigieuse et assez d'argent pour agrandir l'équipe. Elle prit le combiné. « Ici, Camille Moreau. J'aimerais connaître la nature exacte de ces éléments. » À l'autre bout, un homme poli, lâche, embarrassé, parla de prudence, d'image, de contexte sensible. Tous les mots qui ne veulent rien dire quand quelqu'un de puissant les a placés dans la bouche d'un autre. Camille raccrocha sans trembler. Puis, elle se tourna vers Gabriel. Il ne jouait plus avec les épingles. Il ne souriait plus. « Tu savais ?» demanda-t-elle. Il répondit « Je savais qu'ils allaient toucher tes clients, pas lequel tomberait en premier. » Cette phrase la frappa plus violemment qu'un aveu. En premier. Elle répéta les mots lentement. « Donc il y en aura d'autres. » Gabriel ne mentit pas. « Oui. » Camille avança vers lui jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'espace entre eux. « Tu as utilisé mon atelier comme appât. » Son visage se ferma, mais il ne se défendit pas. « Oui. » Alors elle comprit que le pire n'était pas qu'il soit revenu. Le pire était qu'il était revenu avec un plan, et qu'une partie d'elle, malgré la rage, voulait déjà savoir jusqu'où ce plan pouvait la sauver ou la détruire. L'après-midi se passa dans une tension si dense que même Nour cessa de faire des plaisanteries. Gabriel resta dans l'atelier parce que Camille ne lui ordonna pas de sortir, ce qui n'était ni un pardon, ni une invitation, seulement une décision tactique. Elle le plaça à des tâches humiliantes avec une froideur calculée, porter les housses, déplacer les cartons, lister les boutons, nettoyer la réserve. Il accepta tout, parfois avec une maladresse forcée, parfois avec une efficacité qu'il oubliait de cacher. Camille notait ses failles, comme on note les mouvements d'un adversaire. Quand il fit tomber une pile de factures, elle vit qu'il en profita pour glisser son téléphone sous le bord d'une étagère, l'écran tourné vers la vitrine. Quand il demanda à Nour comment fonctionnait la machine à vapeur, son regard surveillait en réalité le reflet de la rue dans la plaque métallique. Quand une voiture noire ralentit 2 fois devant l'atelier, Gabriel se plaça derrière un mannequin de couture et tira une épingle de sa manche, comme s'il était prêt à marquer un tissu, mais pas seulement. Camille ne demanda rien. Elle avait compris qu'il l'avait entraînée dans une partie commencée avant son arrivée. Et cela la rendait furieuse, parce que l'homme qui prétendait ne plus avoir de droit sur elle venait encore de déplacer les murs autour de sa vie. En fin d'après-midi, elle posa devant lui une tasse de café, sans sucre. Gabriel la regarda, surpris. « Ce n'est pas une trêve, dit-elle. C'est pour éviter que tu t'évanouisses avant de m'expliquer qui essaye de me ruiner. » Il prit la tasse à 2 mains. « Je ne mérite pas ce café. Je sais. Bois. » Il but une gorgée, grimaça comme si le café était trop amer, puis posa la tasse avec une lenteur étrange. « Il y a 6 mois, un ancien cadre du groupe m'a envoyé un message anonyme. Il disait que la fuite de documents qui t'a détruite n'avait jamais été ce qu'on m'avait présenté. J'ai d'abord cru à une tentative de chantage. » Camille sentit son visage se fermer. « Bien sûr, quand il s'agit de moi, ta première idée reste toujours le soupçon. » Il encaissa. « Oui, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Tu veux une médaille pour ta lucidité tardive? Non, je veux que tu vives assez longtemps pour me haïr correctement. » La phrase la prit au dépourvu. Elle aurait voulu la trouver théâtrale. Elle l'était peu, être. Mais il y avait dans sa voix une fatigue qui ne cherchait pas à séduire. Gabriel continua. « J'ai suivi plusieurs traces. Des paiements étranges, des dossiers modifiés, des conversations effacées. Chaque fois que je m'approchais d'un nom, quelqu'un coupait le fil. Puis, il y a 3 semaines, les attaques contre ton atelier ont commencé. » Camille posa les 2 mains sur la table. « Et tu as attendu aujourd'hui pour venir. Je voulais savoir s'il t'observait déjà. Tu aurais pu m'appeler. Tu n'aurais pas répondu. Ce n'est pas une excuse, c'est une conséquence. » Il baissa les yeux. Pour la première fois depuis son arrivée, il sembla vraiment perdu,
pas dans son rôle, mais dans cette zone nue où un homme intelligent découvre que comprendre une faute ne suffit pas à l'effacer. La nuit tomba sur le marais, douce et mouillée, tandis que les boutiques voisines allumaient leurs vitrines. Nour partit la dernière après avoir lancé à Camille un regard inquiet, et à Gabrielle un regard sévère de jeune femme qui n'avait pas connu leur mariage, mais en avait déjà choisi le camp. Camille ferma la porte derrière elle, puis revint vers la table de coupe. L'atelier paraissait différent dans le silence, plus intime, plus dangereux aussi, parce que Gabrielle y semblait moins déplacé quand personne ne le regardait jouer. « Arrête, dit-elle soudain. » Il leva la tête. « Quoi ? Tes épaules, ta voix. Cette façon de te tenir comme un homme cassé. Il n'y a plus de public. » Gabrielle resta immobile. Puis, lentement, il redressa le dos. Ce simple mouvement changea tout. L'idiot disparut. Le PDG revint. Pas celui des journaux, pas tout à fait. Un Gabriel plus fatigué, plus sombre, mais toujours capable de remplir une pièce sans hausser le ton. Camille sentit son cœur se contracter malgré elle et détesta ce cœur pour sa mémoire. « Voilà, dit-elle, c'est lui qui m'a fait signer le divorce. » Gabriel répondit doucement. « C'est lui qui aurait dû se mettre à genoux avant que tu partes. » Elle détourna les yeux. « Ne rends pas ça beau. Ce n'était pas tragique, c'était lâche. » Il ne discuta pas. Oui, à cet instant, le téléphone de Camille vibra sur la table. Aucun nom ne s'afficha. Seulement un numéro inconnu. Elle ouvrit le message devant Gabriel sans réfléchir, puis regretta presque aussitôt de lui offrir cette partie de l'histoire. Les mots étaient courts, propres, terriblement précis. « Demain soir, Fondation Lambert. Viens seul si tu veux savoir pourquoi Gabriel t'a vraiment abandonné. » Le silence changea de poids. Gabriel lut le message par-dessus son épaule, et Camille sentit son corps se tendre avant même qu'il parle. « Tu n'iras pas seul. » Elle éclata d'un rire sans joie. « Tu vois, une journée entière à jouer les hommes repentants. Et tu finis encore par me donner un ordre. » Il ferma les yeux. « Camille, la Fondation Lambert n'est pas un simple gala. Ma mère siège au comité. Étienne y sera sûrement. S'ils t'attirent là, bas, c'est qu'ils veulent quelque chose. Ou qu'ils veulent me dire ce que tu refuses encore de dire. » Cette fois, il pâlit. Elle le vit, et cette pâleur lui fit plus peur que toutes ces phrases mystérieuses. « Qu'est-ce que tu m'as caché, Gabriel ?» demanda-t-elle. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit assez vite. Camille recula d'un pas. Voilà, encore ce silence. Elle prit son manteau, rangea son téléphone dans son sac et se dirigea vers la porte intérieure. « Tu peux sortir par devant. J'ai terminé ta première journée d'employé inutile. » Gabriel ne bougea pas. « Camille, » elle se retourna une dernière fois. « Demain, je vais à la Fondation Lambert. Et si tu me suis, si tu me fais surveiller, si tu décides encore à ma place, alors ne parle plus jamais de me reconquérir. » Puis elle éteignit une partie des lumières, laissant Gabriel seul au milieu de l'atelier, entre les robes, les ombres et le café froid, dans le rôle d'un idiot qu'il avait choisi, et d'un homme qu'elle n'était pas encore prête à croire. La Fondation Lambert brillait comme une promesse faite aux riches pour leur permettre d'appeler leur culpabilité générosité. Derrière les grilles noires de l'hôtel particulier, près du parc Monceau, les voitures glissaient l'une après l'autre sur le pavé humide, déposant des femmes en robes sombres, des hommes en smoking, des attachés de presse nerveux et des héritiers qui saluaient les photographes avec l'ennui poli de ceux qui ont été élevés pour être regardés. Camille Moreau descendit d'un taxi sans attendre qu'on lui ouvre la portière. Elle portait une robe noire qu'elle avait dessinée elle-même, sans bijoux voyants, sans logo, sans rien qui puisse demander la permission d'exister. Le tissu suivait son corps avec une sobriété presque tranchante, et ses cheveux relevés dégageaient une nuque que Gabriel avait autrefois embrassée dans une cuisine déserte, bien avant que le nom Delacroix ne devienne entre eux une frontière. Elle chassa ce souvenir avant qu'il ne s'installe. Dans son sac, son téléphone contenait encore le message anonyme reçu la veille. « Viens seul si tu veux savoir pourquoi Gabriel t'a vraiment abandonné. » Elle était venue seule. Du moins, c'était ce qu'elle voulait croire.
Dès qu'elle passa le contrôle à l'entrée, elle sentit pourtant que la soirée l'attendait comme un piège déjà dressé. Le grand salon de la fondation était rempli de lumière dorée, de fleurs blanches et de conversations mesurées. On parlait de mécénat, d'art contemporain, de jeunes talents à soutenir, de dîners à organiser. Mais sous les sourires se devinaient les mêmes calculs que dans les conseils d'administration. Camille reconnut plusieurs visages. Une chroniqueuse de mode qui l'avait appelée 3 fois avant de soudain disparaître, le directeur d'un hôtel qui avait repoussé un rendez-vous sans explication, 2 clientes qui l'évitèrent avec trop de politesse. Elle comprit aussitôt que son nom circulait déjà, non comme celui d'une créatrice invitée, mais comme celui d'une femme redevenue dangereuse parce qu'un Delacroix avait remis les pieds dans sa vie. Elle prit une coupe de champagne sans boire. À l'autre bout du salon, Eliane Delacroix se tenait près d'une cheminée de marbre, droite, impeccable, vêtue d'un tailleur ivoire qui lui donnait l'air d'une statue capable de condamner. Ses cheveux argentés étaient relevés avec une précision presque militaire. Quand elle aperçut Camille, son sourire s'étira lentement, comme si elle venait de retrouver une ancienne tache sur une nappe de famille. Elle avança sans hâte, entourée de 2 femmes qui portaient leurs perles comme des certificats de naissance. « Camille, dit-elle, quelle surprise! Je ne savais pas que la fondation invitait aussi les souvenirs douloureux. » Camille ne lui tendit pas la main. Elle avait appris depuis longtemps que certaines poignées ne servaient qu'à mesurer ce qu'on pouvait encore vous prendre. Eliane. L'absence de madame fut remarquée. Une des femmes aux perles baissa les yeux vers sa coupe. Eliane garda son sourire. Toujours cette manière de confondre dignité et insolence. Je vois que ton petit atelier t'a donné de l'assurance. Camille répondit d'une voix douce. Non, votre famille m'a donné de l'entraînement. L'air autour d'elle sembla se tendre. Eliane inclina la tête, presque amusée. Fais attention, ma chère. Dans certaines pièces, parler trop directement donne l'impression qu'on n'a pas été élevé pour y entrer. Camille posa enfin sa coupe sur un plateau qui passait. Et dans d'autres, parler doucement suffit à cacher des choses beaucoup plus sales. Cette fois, le sourire d'Eliane se fissura à peine, mais assez pour que Camille le voie. La mère de Gabriel n'avait jamais perdu le contrôle en public. Elle préférait laisser les autres se salir les mains, puis leur expliquer qu'ils avaient taché la réputation familiale. « Tu crois donc pouvoir revenir après 2 ans d'absence et comprendre ce que tu n'as jamais compris ?» demanda Eliane. Camille la regarda sans ciller. « Je ne reviens pas. C'est vous qui avez recommencé à frapper à ma porte. » Avant qu'Eliane ne réponde, une voix masculine, douce et brillante, s'inséra entre elles. « Tante Eliane, tu ne vas pas monopoliser notre invitée la plus intéressante. » Étienne Delacroix apparut avec cette élégance trop lisse qui avait toujours mis Camille mal à l'aise. Il portait un smoking bleu nuit, une montre discrète dont le prix devait suffire à payer 6 mois de loyer dans le Marais, et un sourire parfaitement dosé pour les photographes comme pour les ennemis. Il prit la main de Camille avant qu'elle ne puisse l'éviter et y posa un baiser qui ne toucha presque pas sa peau. « Camille, tu es magnifique. Le divorce te réussit mieux que notre famille, apparemment. » Elle récupéra sa main. « Votre famille réussit rarement aux femmes qui disent non. » Étienne rit, mais ses yeux restèrent froids. « Tu as gardé ton sens des formules. » Gabriel aimait cela au début. Après, cela l'inquiétait. Eliane posa une main sèche sur le bras de son neveu. « Gabriel n'est pas le sujet de ce soir. » Étienne sourit plus largement. Au contraire, depuis qu'il se donne en spectacle dans le Marais, il est devenu le sujet préféré de Paris. Camille sentit plusieurs regards se tourner discrètement vers elle. Donc il savait déjà. L'ancien PDG, l'homme intouchable, réduit à porter des cartons dans l'atelier de son ex-femme. Ils avaient transformé son humiliation volontaire en arme contre elle. Étienne se pencha légèrement, assez près pour que sa voix ne dépasse pas le cercle immédiat. « Dis-moi, il ne t'a pas fait peur au moins ? Un homme qui s'effondre peut devenir imprévisible. » Camille croisa son regard. « Je connais Gabriel. Il ne s'effondre jamais sans raison. » Pendant une seconde, quelque chose de dur passa sur le visage d'Étienne, puis le vernis revint. « C'est peu, être ce que tu croyais connaître de lui qui t'a perdu. » La phrase atteignit Camille malgré elle, parce qu'elle n'était pas seulement méchante. Elle visait la fente exacte. Pendant 2 ans, Camille s'était répété que Gabriel l'avait abandonnée parce qu'il avait douté. Ce message anonyme
insinuait pire, qu'il avait peu être su, qu'il avait peu être choisi. Elle refusa de laisser Étienne lire ce trouble sur son visage. « Si tu as quelque chose à me dire, dis-le. » Il prit une coupe sur un plateau, la fit tourner entre ses doigts sans boire. « La vérité n'est pas une robe, Camille. On ne l'offre pas simplement parce qu'elle va bien à quelqu'un. Elle se négocie. » Eliane intervint d'un ton froid. « Étienne. » Il lui adressa un sourire d'enfant docile, puis revint à Camille. « Disons seulement que Gabriel ne t'a pas laissé partir uniquement parce qu'il croyait au dossier. Il y avait d'autres intérêts, d'autres signatures, d'autres peurs. » Camille serra la mâchoire. « Et toi, dans tout cela ?» Étienne posa la coupe intacte sur une console. « Moi, j'ai toujours préféré survivre aux erreurs des autres. » Une agitation soudaine près de l'entrée coupa leur échange. Les conversations ralentirent, les têtes se tournèrent, puis un rire nerveux traversa le salon comme une vague embarrassée. Camille sut avant même de regarder. Gabriel venait d'entrer, mais pas par l'entrée principale, pas avec la stature d'un ancien PDG, pas avec ce silence qui lui ouvrait autrefois les foules. Il portait un badge de bénévole accroché de travers à son veston froissé, tenait un plateau de coupe vide et semblait recevoir des instructions paniquées d'une jeune organisatrice qui ne savait visiblement pas à qui elle parlait. Il fit 2 pas, heurta légèrement une colonne, rattrapa son plateau avec une maladresse presque parfaite et s'excusa trop fort auprès d'un serveur qui devint livide en le reconnaissant. Plusieurs invités rirent, d'autres détournèrent les yeux par gêne. Eliane pâlit d'une colère pure. Étienne, lui, eut le sourire d'un homme devant un spectacle longtemps attendu. Camille sentit son propre sang se réchauffer. Il avait osé venir, il avait osé la suivre malgré son interdiction. Pire encore, il avait osé venir sous ce masque ridicule, comme si cette soirée n'était qu'une autre scène dans son plan. Gabriel croisa son regard à travers le salon. 1 seconde seulement. Puis ses yeux glissèrent vers la galerie latérale, où 2 hommes en costume sombre parlaient avec le régisseur de la projection. Sur une table technique, près d'un ordinateur ouvert, une clé USB noire venait d'être posée. Eliane traversa le salon avec la raideur d'une reine insultée. Les invités s'écartèrent presque instinctivement. « Gabriel, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle à voix basse, mais pas assez pour empêcher les curieux d'entendre. Gabriel regarda son badge, puis sa mère, avec une confusion si bien jouée que Camille dut se rappeler de respirer. « Je crois que j'aide. » Un rire étouffé s'éleva derrière un bouquet de lys. Eliane serra les dents. « Tu ridiculises ton nom. » Il répondit doucement. Il a survécu à pire. Cette phrase, sous son apparence maladroite, frappa Eliane en plein visage. Étienne intervint aussitôt, dans le ton compatissant qu'il utilisait pour poignarder sans salir ses manches. « Cousin, tu devrais rentrer. Tout le monde comprend que tu traverses une période difficile. » Gabriel cligna des yeux comme s'il cherchait le sens des mots. « Difficile ? Ah oui. Le plateau. » Il le tendit brusquement à Étienne, qui fut forcé de le prendre ou de paraître cruel devant tout le monde. Quelques invités ricanèrent. Camille, elle, regardait autre chose. Pendant que l'attention se portait sur l'humiliation de Gabriel, sa main gauche avait accroché quelque chose au revers de la veste d'Étienne, puis l'avait laissé tomber au sol. Une pastille argentée, minuscule. Étienne recula et l'écrasa sans la voir. Gabriel baissa les yeux vers l'objet brisé, puis releva vers Camille un regard très bref. Message reçu. Quelqu'un enregistrait. La présentation officielle devait commencer quelques minutes plus tard. Le président de la fondation monta sur l'estrade, parla d'accès à l'art, d'égalité des chances, de transmission, tandis que les plus grandes fortunes de la salle comparaient discrètement leurs dons comme d'autres comparent des bijoux. Camille resta près d'une colonne, attentive aux portes, aux reflets, au téléphone. Gabriel circulait entre les invités avec son plateau, ratant volontairement le bon geste, offrant une coupe vide à un homme qui en tenait déjà une pleine, confondant un donateur avec un journaliste sportif. Chaque maladresse provoquait une petite onde de rire ou de gêne, mais derrière cette comédie, Camille voyait le mécanisme. Chaque passage forçait quelqu'un à bouger. Un attaché de presse rangea trop vite son téléphone.
un serveur échangea un regard paniqué avec le régisseur. Un homme que Camille avait aperçu devant son atelier, la veille quitta le salon par une porte latérale. Gabriel n'était pas en train de faire diversion pour sauver sa dignité. Il forçait les autres à improviser. Et les gens qui improvisent montrent toujours ce qu'ils voulaient cacher. Étienne revint près d'elle, au moment où les lumières baissaient. « Tu vois ce qu'il est devenu ?» murmura-t-il. « Tu devrais t'éloigner de lui avant qu'il ne t'entraîne dans sa chute définitive. » Camille ne le regarda pas. « Tu parles comme quelqu'un qui a préparé cette chute. » Étienne eut un petit rire. « Moi, je suis seulement celui qui ramasse les morceaux quand Gabriel casse tout. Ou celui qui les casse en premier pour les ramasser ensuite. » Le film de la Fondation apparut sur l'écran. Des enfants dans un musée, des ateliers pédagogiques, des mécènes souriants, des phrases sur l'avenir. Puis Gabriel trébucha sur un câble. Le projecteur s'éteignit une seconde, se ralluma, trembla. Une organisatrice poussa un cri étouffé. Le président se figea, sourire crispé. Gabriel, à genoux près du matériel, s'excusa avec une telle confusion que 2 techniciens se précipitèrent vers lui comme s'ils devaient neutraliser une catastrophe humaine. Camille vit sa main glisser sous la table et changer quelque chose. L'instant suivant, l'écran afficha 3 secondes d'une image qui n'appartenait pas au film. Pas assez longtemps pour que toute la salle comprenne. Assez longtemps pour que les coupables cessent de respirer. Un tableau de virements internes. Une société écran domiciliée au Luxembourg, des dates proches de l'ancienne fuite, une ligne abrégée, E de la Croix. Puis le film revint, lisse, souriant, charitable. Dans le salon, la plupart des invités crurent à un incident technique. Mais Camille vit Eliane porter sa coupe à ses lèvres sans boire. Elle vit Étienne devenir immobile, d'une immobilité trop parfaite. Elle sentit dans cette seule initiale un gouffre s'ouvrir, E pour Étienne ou E pour Eliane. Peut être les deux. Gabriel se releva en bredouillant. « Pardon, vraiment, je crois que j'ai empiré la culture. » Quelques rires nerveux éclatèrent. Camille, elle, ne riait pas. Son passé venait de clignoter sur un écran, 3 secondes seulement, comme une plaie sous un gant blanc. Lorsque les lumières remontèrent, Eliane reprit aussitôt possession de son visage. Elle traversa le salon jusqu'à Camille, sans même regarder son fils. « Je suppose que tu es satisfaite, dit-elle. » Camille haussa légèrement les sourcils. « De quoi ? D'un problème technique dans une soirée de charité. Ne joue pas avec moi. Je croyais que c'était Gabriel qui jouait l'idiot ce soir. » Eliane eut un sourire sec, presque admiratif malgré elle. « Tu as appris à parler comme nous. » « Non, j'ai appris à survivre à vous. » Autour d'elle, les conversations reprenaient, mais plus basses, plus tendues. Étienne s'était éloigné pour passer un appel près des fenêtres. Gabriel, lui, acceptait docilement les reproches d'une organisatrice, les épaules rondes, le regard vague. Camille brûlait de lui demander ce qu'il venait de faire, mais elle refusa de lui offrir cette victoire. Eliane suivit son regard. « Tu crois qu'il fait cela par amour ? Gabriel ne sait pas aimer sans posséder. S'il revient vers toi, c'est parce qu'il a besoin de quelque chose. » La phrase chercha son ancienne blessure, mais Camille ne lui donna pas la satisfaction de saigner en public. « Et vous, Eliane, quand vous regardez votre fils, vous voyez un homme ou seulement une signature au bas des décisions qui vous arrange ?» Le visage d'Eliane perdit un instant toute élégance. « J'ai construit ce nom avant que tu apprennes à coudre tes robes noires. » Camille s'approcha d'un demi-pas. « Alors pourquoi avez-vous si peur d'une femme qui les porte ?» La gifle ne vint pas. Eliane était trop intelligente pour cela. Elle se contenta de baisser la voix jusqu'à la rendre presque tendre. « Tu ne comprends rien. Dans notre monde, la vérité ne suffit pas. Il faut survivre à ce qu'elle coûte. Si tu ouvres la mauvaise porte, Camille, tu ne détruiras pas seulement ce que tu es. Tu détruiras aussi l'homme que tu prétends ne plus aimer. » Camille sentit le froid lui remonter dans la nuque. Ce n'était pas une menace ordinaire. C'était l'aveu qu'une porte existait, une porte derrière laquelle Gabriel se trouvait aussi. « C'est donc ça, » murmura-t-elle. « Vous ne protégez pas votre famille. Vous protégez la version de l'histoire où vous êtes encore respectable. » Eliane ne répondit pas, et ce silence disait assez. Étienne revint alors avec un visage recomposé, lisse, presque amusé. « Tante Eliane,
le président souhaite te parler. » Il posa ensuite son regard sur Camille. « Et toi, chère Camille, je te conseille de rentrer. Paris devient cruel la nuit pour les femmes qui confondent courage et imprudence. » Camille sourit. « Tu devrais choisir tes menaces avec plus de soin. Celle-là ressemble trop à une signature. » Étienne inclina la tête. « Alors considère-la comme une invitation à la prudence. » Il posa sur la console près d'elle une petite enveloppe crème. « Si tu veux comprendre pourquoi Gabriel a choisi le silence, lis ceci, mais pas devant lui. » Gabriel attendit presque 15 minutes avant de l'approcher. Ce délai était peu être la première chose respectueuse qu'il faisait depuis son retour. Il n'avait plus son badge de bénévole ou il l'avait perdu exprès. Sa cravate était de travers. Ses cheveux retombaient sur son front, mais ses yeux n'avaient plus rien de ridicule. « Tu dois partir maintenant, » dit-il. Camille rit sans joie. « Tu as vraiment un problème avec les impératifs. » Il inspira lentement. « D'accord, j'aimerais que tu partes maintenant. » Mieux, pas suffisant. Son regard descendit vers l'enveloppe crème qu'elle avait déjà glissée dans son sac. « Qu'est-ce qu'il t'a donné ?» Une réponse. Peut être. Étienne ne donne jamais de réponse sans y cacher un crochet. « Et toi, Gabriel, tu donnes quoi ?» Sans y cacher une stratégie, il accepta le coup sans se défendre. La diapositive était un test, pour voir qui paniquerait. Oui. Et il regarda vers sa mère, qui parlait déjà au président de la fondation avec une grâce parfaite. Ils ont paniqué tous les deux. Camille sentit ces mots s'installer entre eux comme une troisième présence. « Tu soupçonnes ta mère. » Il ne répondit pas assez vite. Elle secoua la tête. « Même maintenant, tu n'arrives pas à le dire. » Gabriel ferma brièvement les yeux. « Je la soupçonne depuis 6 mois. » La vérité tomba enfin nue et tardive. Camille recula d'un pas. « 6 mois. Et tu viens seulement maintenant jouer les imbéciles dans mon atelier. Je devais savoir si les attaques venaient d'elle ou d'Étienne. Donc tu m'as testé. Oui, tu es incroyable. Même ton repentir a une méthode. » La sortie de la fondation se fit sous une pluie fine. Les photographes étaient partis, mais les chauffeurs attendaient encore, silhouettes sombres sous les réverbères. Camille descendit les marches sans accepter le bras de Gabriel. Il la suivit à distance, celle d'un homme qui apprenait trop tard qu'un pas de trop peut être une violence. « Je peux te raccompagner ?» demanda-t-il. « Non, je peux marcher derrière toi jusqu'à ce que tu trouves un taxi. Tu entends à quel point c'est inquiétant quand tu essaies d'être rassurant. » Il eut un souffle qui aurait pu être un rire s'il avait été moins triste. Oui, elle s'arrêta près de la grille. « Pourquoi la Fondation Lambert? Pourquoi ce soir ?» Gabriel regarda la façade éclairée. « Parce qu'Étienne utilise les événements caritatifs pour rencontrer des intermédiaires sans éveiller les soupçons. Parce que ma mère siège au comité depuis 15 ans. Parce que le même réseau a servi à faire circuler l'histoire de ta prétendue trahison sans jamais apparaître officiellement. » Camille serra la poignée de son sac. « Tu savais tout ça, et tu m'as laissé entrer seul. » Tu n'étais pas seul. Je ne parle pas de ta présence déguisée en farce. Je parle de confiance. Tu aurais pu venir me voir, t'asseoir en face de moi et dire « Camille, je ne sais pas tout, mais voilà ce que je sais. » Mais non, tu as préféré les câbles, les regards, les petites phrases. Gabriel ne répondit pas tout de suite, puis il dit « Parce que je ne sais pas encore aimer sans stratégie. » Elle le regarda sous la pluie. « Alors apprends loin de moi. » Un taxi s'arrêta enfin. Camille monta avant qu'il puisse ouvrir la portière, donna l'adresse de son atelier et ne se retourna qu'une fois, la voiture engagée dans l'avenue. Dans la vitre mouillée, elle vit Gabriel immobile devant la fondation, redevenu soudain très droit, très seul, très loin de l'idiot qu'il prétendait être. Elle ouvrit l'enveloppe sous la lumière tremblante du plafonnier. À l'intérieur, il y avait la copie partielle d'un procès-verbal interne du groupe Delacroix, daté de la semaine précédant son divorce. Plusieurs lignes étaient noircies, mais une phrase restait lisible. Afin d'éviter l'effondrement de la branche hôtelière, la responsabilité publique devra être isolée sur ses moraux. Camille relut 3 fois. Responsabilité publique, isolée, sur elle. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un malentendu. Quelqu'un, autour d'une table, avait décidé qu'elle serait le mur contre lequel la honte de la croix viendrait s'écraser. Plus bas, une signature apparaissait à moitié, coupée par la photocopie.
Pas assez pour accuser, assez pour reconnaître une inclinaison de plume qu'elle avait vue trop souvent au bas des cartes familiales. Eliane. Le téléphone vibra dans sa main. Un nouveau message d'un numéro inconnu s'afficha. Maintenant tu sais qu'il n'a pas seulement douté, il a accepté. Camille sentit quelque chose en elle se briser autrement, plus froidement, plus profondément. Car si ce message disait vrai, Gabriel n'avait pas seulement manqué de courage. Il avait assisté à son sacrifice. Lorsqu'elle arriva devant l'atelier, la rue était presque vide. La vitrine reflétait son visage pâle, plus dur qu'au matin. Elle entra, verrouilla derrière elle, alluma seulement la lampe de la table de coupe et posa le procès-verbal à côté du carnet où elle notait les appels annulés, les clients intimidés, les fournisseurs soudain méfiants. Les pièces du puzzle commençaient à se toucher, mais elle dessinait une image plus cruelle que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle sortit la carte de Gabriel du tiroir, composa presque son numéro, puis s'arrêta avant le dernier chiffre. 6 mois. Il avait soupçonné sa mère depuis 6 mois. Il avait cherché, suivi, testé, joué, organisé. Et elle, encore une fois, découvrait la vérité après avoir été utilisée comme terrain de guerre. Elle effaça le numéro. À la place, elle prit une photo du procès-verbal, la sauvegarda dans un dossier sécurisé et envoya un message à Maître Salomé Renaud, l'avocate qui l'avait aidée à disparaître proprement après le divorce. « J'ai besoin de rouvrir le dossier Delacroix. Cette fois, je veux tout. » Puis elle resta longtemps debout au milieu des tissus, la robe noire encore humide de pluie, le cœur serré non par le regret, mais par une résolution neuve. Les Delacroix avaient cru qu'elle était sortie de leur histoire. Ils venaient de lui prouver qu'elle n'en avait jamais été libérée. Alors elle allait y rentrer. Pas comme épouse, pas comme victime, comme la femme qu'ils avaient choisie pour porter leur faute et qui venait enfin réclamer le poids exact de la vérité. Le bureau de Maître Salomé Renaud se trouvait dans une rue calme, près du jardin du Luxembourg, loin des tours de la Défense et des salons dorés où les Delacroix savaient transformer chaque mensonge en tradition familiale. Camille arriva à 9 heures, les yeux fatigués, la robe de la veille remplacée par un pantalon noir et un manteau droit. Sur la table basse, elle posa le procès-verbal reçu à la Fondation Lambert, la photo prise 2 ans plus tôt devant le service juridique du groupe et la liste des clients qui s'étaient retirés depuis le retour de Gabriel. Salomé lut en silence. C'était une femme d'une 50aine d'années, blonde sans douceur apparente, avec cette précision de voix que Camille avait aimée dès leur première rencontre après le divorce. « Cette phrase est grave », dit enfin l'avocate en tapotant le procès-verbal. « La responsabilité publique devra être isolée sur ses moraux. Cela ne prouve pas encore toute la machination, mais cela montre qu'on a envisagé de vous utiliser comme paratonnerre. » Camille eut un sourire froid. Ils n'ont pas envisagé. Ils l'ont fait. Salomé leva les yeux. Alors cette fois, il ne faut pas seulement survivre, il faut documenter. Camille regarda par la fenêtre. Paris semblait calme, presque innocent. Je ne veux pas que Gabriel me sauve. Je ne vous le conseille pas. Un homme coupable peut être utile, mais il ne doit jamais redevenir votre centre. Camille inspira lentement. Pour la première fois depuis 2 jours, quelqu'un disait exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Salomé classa les pièces en 3 piles, ce qui prouvait les attaques actuelles contre l'atelier, ce qui rouvrait la piste de l'ancienne fuite et ce qui touchait directement la famille Delacroix. « Il nous manque la chaîne de décision », expliqua-t-elle. « Qui a demandé que votre nom soit isolé? Qui a validé? Qui a transmis à la presse ?» Camille pensa à la signature à moitié coupée, à l'initiale sur l'écran de la fondation, au visage d'Eliane quand la diapositive était apparue. Étienne a orchestré quelque chose, mais Eliane savait. Salomé ne parut pas surprise. Dans les familles comme celle-là, le plus dangereux n'est pas toujours celui qui agit, c'est celui qui permet. Un silence tomba. Camille sentit la phrase se planter dans la partie la plus douloureuse de son histoire, là où Gabriel demeurait. Lui n'avait peut-être pas fabriqué sa culpabilité, mais il avait permis qu'elle existe. Il avait laissé une question remplacer la confiance. « Et Gabriel ?» demanda Salomé. Camille resta immobile. « Il soupçonne sa mère depuis 6 mois. Il ne me l'a dit qu'hier. » L'avocate referma un dossier. « Alors méfiez-vous de lui aussi.
Camille répondit trop vite. « Je le fais. » Salomé l'observa sans cruauté. « Non, Camille, vous lui en voulez. Ce n'est pas toujours la même chose que se méfier. » À midi, l'article tomba. Le titre était assez élégant pour cacher sa violence. L'étrange retour de Gabrielle Delacroix dans l'ombre de son ex-épouse. Le texte insinuait que Camille profitait de la fragilité psychologique de son ancien mari, que son atelier connaissait des difficultés financières, que certains clients s'interrogeaient sur l'origine réelle de sa récente visibilité. Aucune accusation directe, rien qui permette une attaque juridique simple, seulement du poison poli, dosé, pour contaminer sans laisser de taches. Camille lut l'article dans le taxi qui la ramenait au Marais. Son téléphone vibrait déjà. Une cliente inquiète, un fournisseur qui demandait confirmation, Nour qui écrivait « Dites-moi que c'est faux, je reste avec vous, quoi qu'il arrive ». Camille ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, elle vit Gabriel devant l'atelier. Il portait encore son manteau froissé, mais son visage n'avait plus rien de l'idiot du matin. Il parlait au téléphone, très bas, et l'homme qu'elle aperçut alors était celui qu'elle avait connu, rapide, froid, terriblement compétent. Dès qu'il la vit, il raccrocha et ses épaules retombèrent, reprenant son masque. Camille descendit du taxi avant qu'il n'avance. « Arrête, je t'ai déjà dit de ne pas jouer quand il n'y a que moi. » Gabriel se redressa. « Tu as vu l'article. Tout Paris l'a vu. C'était le but. » Dans l'atelier, Nour les regardait comme si elle assistait à une guerre dont elle ne connaissait pas la langue, mais comprenait déjà les blessures. Camille posa son sac sur la table et sortit l'article imprimé que Salomé lui avait envoyé. « Dis-moi que ce n'est pas toi qui as laissé sortir ça pour faire bouger Étienne. » Gabriel pâlit. « Non. » « Je veux une réponse complète, pas un non stratégique. » Il serra la mâchoire. « Ce n'est pas moi. Et je n'aurais jamais utilisé ta réputation comme déclencheur. » Camille eut un rire sec. « Hier, tu as utilisé mon atelier. » « Oui, et c'était déjà une faute. » Cette réponse la coupa. Elle s'attendait à une défense, pas à un aveu. Gabriel regarda Nour, puis la réserve. Camille comprit. « Nour, tu peux vérifier les livraisons au fond ?» La jeune femme hésita, puis obéit. Quand elles furent seules avec Gabriel près de la table de coupe, Camille dit « Parle ». Il posa devant elle une clé USB. « Depuis 6 mois, je rassemble des fragments, des virements vers une société écran, des modifications dans les journaux d'accès, des messages effacés du service juridique. Tout mène à Étienne, mais certaines autorisations ont été couvertes plus haut. Par ta mère. » Il inspira. « Oui. » Enfin, le mot était là. Il avait mis 2 ans à devenir prononçable. Camille ne ressentit aucun soulagement, seulement une fatigue immense. « Et toi, où étais-tu quand ils ont décidé que je serais la coupable ?» Gabriel resta silencieux assez longtemps pour que la réponse soit déjà une condamnation. « Dans la pièce, » dit-il enfin. Camille sentit le sol se dérober sous elle, mais son corps ne bougea pas. « Tu étais dans la pièce. Je n'ai pas compris ce qu'il préparait réellement, pas ce soir-là. On m'a présenté cela comme une stratégie de communication temporaire, le temps de trouver l'auteur de la fuite. Ils ont dit que ton nom apparaissait dans trop d'accès, que si nous ne maîtrisions pas le récit, le groupe s'effondrerait. J'ai demandé du temps. » Sa voix se brisa à peine. « Mais je n'ai pas dit non. » Camille s'approcha de lui lentement. « Tu n'as pas dit non. Non. Et après, quand ta mère m'a regardé comme une voleuse, quand Étienne souriait derrière son verre, quand tu m'as demandé si c'était moi, tu savais déjà qu'ils avaient choisi de m'isoler. Je savais qu'ils envisageaient de te mettre en avant dans le rapport public. Je ne savais pas encore que les preuves étaient fabriquées. Tu savais assez. » Gabriel baissa les yeux. « Oui, la gifle aurait été plus simple. » Camille ne leva pas la main. Elle se contenta de reculer, comme si le simple fait d'être trop près de lui menaçait sa respiration. « Pendant 2 ans, j'ai cru que tu m'avais abandonné, parce que tu avais douté. C'était déjà insupportable. Mais tu m'as abandonné parce que tu avais peur. » Il ne tenta pas de se défendre. « Oui. » Elle sourit, et ce sourire était plus dur que les larmes. « Alors, ton rôle d'idiot te va mieux que je ne pensais. » Nour revint trop tôt et s'arrêta net en voyant leur visage. Camille reprit immédiatement le contrôle. On continua à travailler.
On ne répond pas aux commentaires, on ne publie rien, on garde tous les messages et toutes les annulations. Nour, chaque appel suspect, tu le notes avec l'heure, le nom, le motif. La jeune femme hocha la tête, soulagée d'avoir une tâche concrète. Gabriel ramassa son manteau. « Je vais partir. » Camille ne le retint pas, il s'arrêta pourtant près de la porte. L'article vient probablement de l'entourage d'Étienne. Il veut te pousser à réagir publiquement, à paraître instable. Ne lui donne pas ça. Elle le regarda avec une froideur maîtrisée. « Je n'ai pas besoin de tes conseils pour garder ma dignité. C'est tout ce qu'il me restait quand tu es parti. » Il reçut la phrase sans bouger. Puis, il sortit sous la pluie fine, reprenant dehors sa démarche un peu courbée d'homme ridicule. Cette fois, Camille ne le trouva pas comique. Elle le trouva tragique et cela l'agaça davantage. La colère était propre. La pitié salissait tout. Le soir, alors que l'atelier fermait, un homme attendait sous l'aube de la boutique voisine. La cinquantaine, manteau beige, mallette usée, regard fuyant. Il demanda Camille Moreau d'une voix si basse que Nour crut d'abord à un client perdu. Camille le fit entrer, sans quitter son téléphone des yeux. Salomé avait justement envoyé un nom 1 heure plus tôt. Alain Vasseur, ancien juriste du groupe Delacroix, licencié 3 jours après la signature du divorce. L'homme regarda autour de lui, nerveux. « Je n'ai pas beaucoup de temps. S'ils savent que je suis venu… » Camille l'interrompit. « Qui vous envoie ?»« Personne. J'aurais dû parler il y a 2 ans. » Il posa une petite enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait une copie d'un courriel interne, imprimé sur un papier jauni avec des lignes surlignées. Camille lut quelques mots. Accès modifié, rapport à harmoniser, responsabilité externe à stabiliser. Son regard s'arrêta sur une phrase. Sur instruction de Madame E.D., préparer une version compatible avec l'isolement de C. Moreau. Eliane Delacroix, plus de demi-signature, plus d'initiales. Le nom était là. Camille sentit son cœur battre plus fort, non de victoire, mais de rage froide. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. Vasseur essuya ses mains moites sur son manteau, parce qu'Étienne cherche à récupérer tout ce qui reste du dossier, et parce que Gabriel Delacroix a commencé à poser les bonnes questions. Camille referma lentement l'enveloppe. « Gabriel vous a contacté ?» L'homme hésita. « Oui, mais il ne sait pas que je suis ici. » Cette réponse changea l'air de la pièce. Gabriel n'avait donc pas tout orchestré, ou bien il avait orchestré assez pour que d'autres échappent à son contrôle. Camille ne savait plus quelle hypothèse la rassurait le moins. Vasseur recula vers la porte. Il y avait une réunion, pas officielle. Si vous trouvez le procès-verbal complet, vous saurez qui a demandé de fabriquer votre culpabilité. Mais attention, Madame Moreau, ce document ne détruira pas seulement Étienne ou Eliane. Il montrera aussi qui a gardé le silence. Camille pensa à Gabriel, à ses yeux sous la pluie, à son aveu dans l'atelier. Où est ce procès-verbal ? L'ancien juriste baissa la voix. Dans les archives privées du cabinet notarial Bresson. Demain, 10 à 8 heures, demandez le dossier Didi Sept et venez avec votre avocate. Il ouvrit la porte, puis ajouta sans la regarder. Ne venez pas avec votre ancien mari. S'il entre dans cette pièce, ils sauront que la guerre est déclarée. Quand il disparut, Nour verrouilla aussitôt derrière lui. Camille resta immobile, l'enveloppe serrée entre les doigts. La femme qu'ils avaient sacrifiée n'était plus seule devant un dossier fabriqué. Cette fois, elle avait un nom, un lieu, une heure, et peut être, enfin, la preuve que le silence de Gabriel avait été le dernier verrou de sa prison. Le cabinet notarial Bresson occupait le 2e étage d'un immeuble ancien près de la place Vendôme, avec un escalier de pierre, des rampes cirées et cette odeur de papier sec que Camille associait aux vérités qu'on enferme longtemps avant de les appeler archives. Maître Salomé Renaud arriva 5 minutes avant elle, manteau sombre, dossier rigide sous le bras, le visage fermé comme avant une audience. « À partir de maintenant, vous ne signez rien, vous ne remettez rien, vous ne promettez rien », dit-elle sans préambule. Camille hocha la tête. « Et Gabriel ?» Salomé la regarda par-dessus ses lunettes. « Il n'est pas là. C'est déjà une bonne chose. » Camille ne répondit pas. Depuis la veille, elle n'avait pas appelé Gabriel. Il lui avait envoyé un seul message. « Je ne te suivrai pas. »
Mais si tu es en danger, je serai assez près pour le regretter. » Elle avait supprimé le message sans répondre, puis l'avait regretté, puis s'était détestée pour ce regret. À l'accueil du cabinet, une femme aux cheveux gris les conduisit dans une salle étroite, où les murs disparaissaient derrière des boîtes numérotées. Quand Camille demanda le dossier d'Idixet, la femme pâlit légèrement. « Ce dossier est ancien. » Salomé posa sa carte professionnelle sur la table. « Justement, nous avons de la mémoire. » La boîte arriva 10 minutes plus tard, scellée avec un ruban bleu. Camille sentit son pouls accélérer. Pendant 2 ans, son nom avait été une tache dans la bouche des Delacroix. Dans cette boîte se trouvait peu être le chiffon qui prouverait qu'il avait sali. Le procès-verbal complet était plus froid que tout ce qu'elle avait imaginé. Pas de cris, pas d'insultes, pas de phrases spectaculaires. Seulement des lignes administratives, des formulations propres, des décisions écrites dans une langue assez neutre pour transformer une injustice en procédure. La réunion datait de 6 jours avant la scène de Neuilly. Étaient présents Éliane Delacroix, Étienne Delacroix, 2 membres du conseil juridique, un directeur financier et Gabriel Delacroix. Camille lut son nom comme on reçoit un coup sans bruit. Salomé, à côté d'elle, resta silencieuse. Le document mentionnait la fuite, les pertes potentielles, la nécessité de protéger la continuité du groupe. Et, plus bas, cette phrase qui fit trembler la page entre les doigts de Camille, « La responsabilité publique sera provisoirement orientée vers C. Moreau afin de préserver l'intégrité de la direction exécutive. » Plus bas, une annotation manuscrite ajoutait « Gabriel ne doit pas s'opposer publiquement. Il signera la réserve stratégique. » Camille ne respira plus. Salomé tourna la page. Là, en bas, figurait la signature de Gabriel, non sur l'accusation directe, mais sur un document de confidentialité l'engageant à ne pas contredire la version interne avant clôture de l'enquête. Il n'avait pas écrit qu'elle était coupable. Il avait signé pour ne pas dire qu'elle ne l'était pas. Et dans le monde des Delacroix, le silence avait parfois plus de valeur qu'un mensonge. Camille referma les yeux. Elle revit Gabriel dans le salon, le dossier bleu nuit dans la main, sa voix basse, demandant si c'était elle. Elle avait toujours cru que cette question venait d'un doute. Elle comprenait maintenant qu'elle venait d'une lâcheté plus construite. Il savait qu'un récit était déjà en marche, et il n'avait pas trouvé le courage de le briser devant sa mère. « Je veux une copie certifiée », dit-elle d'une voix blanche. Salomé acquiesça aussitôt, mais la porte s'ouvrit avant que la secrétaire ne revienne. Étienne entra comme s'il avait été invité, un sourire fin aux lèvres, son manteau posé sur l'avant-bras. « Camille, tu as toujours eu le goût des endroits où tu n'étais pas censé entrer. » Salomé se leva. « Monsieur Delacroix, cette consultation est privée. » Étienne ignora l'avocate. Ses yeux allèrent directement à la boîte de Dicept. « Tu sais donc maintenant. Gabriel n'a pas levé la main contre toi. Il l'a seulement gardée dans sa poche. » Camille se leva à son tour. Elle ne tremblait plus. « Et toi, tu as fabriqué le couteau. » Il sourit. « Les entreprises ne survivent pas avec des sentiments. Quelqu'un devait porter la faute. Tu étais parfaite, extérieure au sang, proche du pouvoir, assez fière pour partir sans supplier. » Camille sentit une rage glacée lui traverser la poitrine. « Tu as détruit mon mariage pour une chaise au conseil. » Le sourire d'Étienne se durcit. « Non, Gabriel l'a détruit en choisissant de ne pas te croire assez fort. » À cet instant, une autre voix résonna derrière lui. « Tu as toujours confondu mon silence avec ton intelligence. » Gabriel se tenait dans l'encadrement de la porte, pas froissé, pas courbé, pas idiot. Il portait un costume sombre, sans cravate, le visage calme, mais ses yeux avaient cette dureté que Camille n'avait plus vue depuis leur mariage. Étienne se retourna, lentement. « Tu avais promis de ne pas la suivre, cousin. » Gabriel répondit. « Je ne l'ai pas suivie, j'ai suivi toi. » Salomé jeta à Camille un regard bref, presque agacé, mais ne dit rien. Gabriel entra dans la pièce et posa sur la table une petite clé de sécurité. « Depuis la Fondation Lambert, tu as fait déplacer 3 dossiers, appelé 2 anciens juristes et envoyé quelqu'un récupérer la boîte d'Edixet avant elle. Tu as paniqué. » Étienne eut un rire bas. « Et toi, tu arrives en héros? Un peu tard, non ?» Gabriel ne regarda pas son cousin. Il regarda Camille. « Non,
Je n'arrive pas en héros. Cette phrase fit plus de silence qu'une défense. J'arrive comme preuve supplémentaire. Il sortit alors une copie d'un enregistrement, une conversation entre Étienne et un intermédiaire luxembourgeois, où il était question de comptes, de documents modifiés et du nom de Camille à placer au bon endroit. Étienne perdit enfin son sourire. Pas longtemps, mais assez pour que Camille voie ce qu'elle attendait depuis 2 ans, la peur passer du bon côté de la table. La réunion du conseil fut convoquée le lendemain matin dans la tour de la Croix, à la Défense, officiellement pour discuter de l'instabilité médiatique autour de Gabriel et de l'image du groupe. Officieusement, Étienne voulait le faire déclarer incapable de reprendre la direction. Les membres du conseil prirent place autour d'une longue table de verre. Eliane était là, impeccable dans son tailleur gris perle, le regard déjà préparé à nier. Étienne se tenait près d'elle, plus pâle que d'habitude, mais encore sûr de son théâtre. Gabriel entra le dernier, volontairement mal coiffé, avec une chemise mal boutonnée, et l'air d'un homme qui ne comprend pas pourquoi tout le monde le regarde. Quelques administrateurs échangèrent des regards gênés. Étienne ouvrit la séance d'une voix douce. Nous sommes tous préoccupés par l'état de Gabriel. Ses apparitions publiques, son comportement irrationnel, son attachement manifestement obsessionnel à son ex-femme. La porte s'ouvrit avant qu'il termine. Camille entra avec Salomé. Elle portait la même robe noire que la veille, mais ce matin, elle n'avait rien d'une invitée. Elle avait l'air d'une décision. Les murmures commencèrent aussitôt. Eliane se leva. Cette femme n'a rien à faire ici. Camille posa la boîte de Dixet sur la table. C'est étrange. Il y a 2 ans, vous m'avez donné un rôle central dans votre crise. Aujourd'hui, vous trouvez soudain que je n'ai rien à faire dans la pièce. Salomé distribua les copies certifiées. Camille ne parla pas tout de suite. Elle laissa les administrateurs lire, froncer les sourcils, se regarder, puis elle dit d'une voix claire : « Je ne suis pas venu demander des excuses. Les excuses viennent souvent quand la vérité devient impossible à enterrer. Je suis venu rétablir une chronologie. » Elle montra le procès-verbal, les courriels, les virements vers la société Écran, l'enregistrement fourni par Gabriel, puis l'annotation mentionnant Eliane. Chaque pièce tombait sur la table comme une pierre dans une eau trop calme. Étienne tenta de l'interrompre. Ce sont des interprétations. Camille tourna vers lui un regard glacial. Non, une interprétation, c'est ce que vous avez fait de mon silence. Ceci, ce sont des preuves. Gabriel, jusque-là assis de travers comme un homme dépassé, se redressa. Le masque tomba. Plusieurs administrateurs reculèrent presque dans leurs fauteuils. J'ai joué l'homme brisé parce que les vrais coupables ne se méfient jamais de ce qu'ils méprisent, dit-il. Mais Camille n'a jamais eu besoin que je la sauve. Elle avait besoin que j'arrête enfin d'empêcher la vérité de sortir. Puis il posa devant le conseil le document qu'il avait signé 2 ans plus tôt. Et je dois commencer par cela. J'ai signé le silence. Je n'ai pas fabriqué son accusation, mais je l'ai laissé respirer. Pour cela, je suis responsable. Eliane resta immobile, seule sa main crispée sur le bord de la table, trahissant la violence de l'instant. Quand elle parla, sa voix était basse, presque maternelle. « Tu ne comprends pas ce que tu fais, Gabriel. Tu offres ton nom en pâture. » Il la regarda longuement. « Non, mère, je vous le retire. » Cette phrase fit basculer quelque chose dans la salle. Étienne se leva brusquement, accusant Gabriel d'avoir manipulé une femme blessée pour régler une guerre familiale. Camille l'interrompit. « Ne prononce plus mon nom comme une arme que tu pourrais retourner contre lui. Je ne suis pas ici pour Gabriel. Je suis ici parce que vous m'avez choisi comme sacrifice et que je refuse de rester votre mensonge utile. » Étienne voulut répondre, mais Salomé posa alors une dernière copie devant le président du conseil. La demande officielle d'ouverture d'une enquête indépendante, accompagnée d'une mise en demeure. Les visages changèrent. Ce n'était plus un drame familial, c'était un risque juridique, financier, public. Et les Delacroix savaient tous reconnaître le moment où la peur quitte les salons pour entrer dans les comptes. Alors, Eliane joua sa dernière carte. Elle se leva lentement, le visage pâle, mais la voix nette. « Très bien, puisque Camille veut toute la vérité, donnons-la lui. Si ce dossier sort, Gabriel sera publiquement lié à la décision de réserve stratégique.
Le marché ne retiendra pas les nuances. La presse dira qu'il a couvert l'accusation contre son épouse. Les actionnaires demanderont sa tête. Et toi, Camille, tu deviendras la femme qui a détruit l'homme qu'elle prétendait ne plus aimer. La salle se figea. Gabriel ne baissa pas les yeux, mais Camille vit son corps se tendre. Voilà donc le dernier verrou. Non pas la peur de perdre un procès, mais celle de devenir l'instrument de la chute de Gabriel. Eliane le savait. Étienne aussi, il comptait encore sur son cœur, même brisé. Camille rangea lentement les documents dans son dossier. « Vous vous trompez depuis le début, dit-elle. Je ne veux pas détruire Gabriel. Je veux que chacun porte exactement ce qu'il a fait. Pas plus, pas moins. » Elle se tourna vers lui. « Et toi, pour une fois, tu ne décideras pas à ma place comment je dois survivre. » Gabriel inclina la tête. « Je sais, c'était la première fois qu'il ne répondait pas avec un plan. Seulement avec une acceptation. » Camille sortit de la salle sans attendre qu'on la retienne. Derrière elle, la guerre des Delacroix venait officiellement de commencer, mais pour la première fois depuis 2 ans, ce n'était plus son nom qui tremblait au centre de la table. C'était le leur. Le conseil annonça l'ouverture d'une enquête indépendante le soir même. Les communiqués furent secs, prudents, presque chirurgicaux. Étienne Delacroix était suspendu de toutes ses fonctions. Eliane Delacroix se retirait temporairement du comité stratégique. Gabriel Delacroix quittait la direction exécutive le temps que la lumière soit faite sur les décisions prises 2 ans plus tôt. Paris comprit qu'un scandale venait d'éclater, mais pas encore toute sa profondeur. Camille, elle, lut le communiqué seule dans son atelier, assise devant la table de coupe, entourée de tissus silencieux. Elle ne ressentit pas la joie qu'elle avait imaginée. Peut être parce qu'une vérité tardive ne rend jamais les années perdues. Peut être parce que le nom de Gabriel, même sali par sa propre faute, restait quelque chose qui avait un jour partagé son oreiller, ses projets, ses matins. Nour rentra doucement avec 2 tasses de thé et demanda « Vous avez gagné ?» Camille regarda l'écran, puis la vitrine où la rue du Marais reflétait la nuit. « Non », répondit-elle. « J'ai seulement arrêté de perdre à leur place. » C'était déjà beaucoup, assez pour respirer sans sentir la main invisible des Delacroix sur sa gorge. Pas assez pour guérir. Le lendemain, Gabriel ne vint pas, ni le jour suivant. Pour la première fois depuis son retour, il respectait une distance qu'elle n'avait pas eu besoin de défendre avec des cris. Camille apprit par Salomé qu'il avait signé une déclaration complète reconnaissant sa responsabilité dans le silence qui avait permis de l'isoler publiquement. Il n'avait pas minimisé, pas déplacé la faute, pas demandé à ce qu'on protège son image. « C'est rare, » dit l'avocate. « Les hommes comme lui préfèrent généralement offrir un responsable secondaire. » Camille répondit « Gabriel a passé sa vie à organiser les dégâts. Peut être qu'il apprend enfin à les regarder. » Pourtant, quand elle reçut une copie de sa déclaration, elle mit presque 1 heure avant de l'ouvrir. Les mots étaient simples, sans lyrisme. « J'ai choisi la prudence du groupe contre la dignité d'une femme innocente. Cette femme était mon épouse. Mon silence a été une faute. » Camille relut cette phrase jusqu'à ne plus savoir si elle lui faisait du bien ou du mal. 2 ans plus tôt, elle aurait donné n'importe quoi pour l'entendre. Aujourd'hui, elle n'était plus cette femme-là. On ne rend pas une vérité à celle qui a dû se reconstruire sans elle, comme on rend une robe oubliée. Étienne tenta de fuir par la presse. Il parla de guerre interne, d'ambition personnelle de Gabriel, de vengeance d'une ex, épouse blessée. Mais les preuves étaient trop nombreuses, et surtout trop bien classées. Salomé avait tout envoyé dans l'ordre exact. Virements, courriels, annotations, enregistrements, témoignages d'Alain Vasseur, copie du dossier d'I-17. Les administrateurs les plus prudents lâchèrent Étienne les premiers. Ceux qui l'avaient applaudi la veille expliquèrent le lendemain qu'ils avaient toujours eu des réserves. Camille découvrit encore une fois que le courage arrive souvent après les documents signés. Eliane, elle, ne se défendit pas publiquement. Elle demanda seulement à voir Camille. La rencontre eut lieu dans un salon privé de l'hôtel Delacroix, celui-là même où Camille avait autrefois attendu Gabriel pendant des dîners interminables. Eliane était assise près de la fenêtre, plus petite, sans son armure de conseil, mais pas brisée. « Vous êtes venu, dit-elle. Camille resta debout.
Je voulais voir si vous saviez prononcer le mot pardon. Eliane baissa les yeux. Je sais le prononcer, je ne suis pas certaine de le mériter. Cette honnêteté tardive ne rendit pas la femme aimable. Elle la rendit seulement humaine, et c'était presque plus difficile. Je voulais protéger mon fils, dit Eliane. Camille eut un sourire triste. Non, vous vouliez protéger l'idée que vous aviez de lui. La mère de Gabriel ne répondit pas. Ses doigts serrèrent légèrement la coudoir. Vous avez raison. Je pensais qu'une femme comme vous le détournerait de ce qu'il devait être. Une femme comme moi, Eliane releva les yeux. Libre, pas impressionnée par notre nom, capable de l'aimer sans nous craindre. Je vous ai détesté pour cela. Camille sentit une colère ancienne remuer, mais elle n'avait plus besoin de la jeter à la figure de cette femme. Vous avez failli me détruire parce que j'aimais votre fils sans demander votre permission. Eliane ferma les yeux. Oui, le mot tomba nu, insuffisant. Camille prit son sac. Je ne vous pardonne pas. Peut-être jamais, mais je ne passerai pas ma vie à vous haïr. Ce serait encore vous laisser une place trop grande. Elle quitta le salon sans se retourner. Dans le hall, elle aperçut Gabriel. Il n'avait pas le manteau froissé, pas le masque d'idiot, pas l'assurance du PDG. Il était simplement là, debout, comme un homme qui n'avait plus le droit d'avancer sans être invité. « Je ne savais pas qu'elle vous avait demandé de venir, dit-il. » Camille le crut. Cela la surprit presque. Ils sortirent marcher, sans l'avoir décidé, jusqu'au bord de la Seine. Paris avait cette lumière froide des fins d'après-midi où même les pierres semblent fatiguées. Gabriel gardait les mains dans les poches, à distance d'elle. « J'ai démissionné temporairement de la direction, dit-il. Je sais. Le conseil voulait une suspension plus propre. J'ai refusé. Pourquoi ?» Il regarda l'eau sombre. Parce que propre aurait encore voulu dire arrangé. Camille resta silencieuse. Il continua. « Je ne te demande pas de revenir. Je ne te demande même pas de me croire. Je voulais seulement que tu saches que je ne vais pas utiliser ta vérité pour sauver ma réputation. » Elle le regarda enfin. « Tu comprends que c'est le minimum ?» Un sourire douloureux passa sur son visage. « Oui, et c'est peu, être la première fois que je commence par le minimum au lieu de prétendre offrir davantage. » Camille aurait voulu ne rien ressentir. Mais cet homme qui avait joué l'idiot devant Paris semblait maintenant découvrir une forme plus difficile d'humilité, celle qui ne cherche pas d'applaudissements. « Pourquoi avoir joué ce rôle ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ne pas être venu me dire la vérité dès le début ?» Gabriel inspira lentement. « Parce que je savais enquêter, je savais piéger, je savais perdre ma dignité en public si cela servait un plan. Mais je ne savais pas me présenter devant toi sans pouvoir te promettre que je maîtrisais tout. » Il tourna vers elle un regard fatigué. « Je croyais que si je n'avais pas de plan, je n'avais pas le droit d'approcher. » Camille répondit doucement. « Le problème, Gabriel, c'est que tu as cru que l'amour était une affaire de droit. Les semaines suivantes ne furent pas romantiques. Elles furent pratiques, lentes, parfois laides. Camille témoigna devant le comité indépendant. Elle récupéra officiellement sa réputation, mais découvrit que les communiqués ne réparent pas les nuits blanches. Des clientes revinrent, certaines honteuses, d'autres comme si rien ne s'était passé. Camille accepta les commandes, pas les excuses mondaines. Nour resta à ses côtés, plus féroce que jamais, et l'atelier gagna une visibilité qu'elle n'avait pas demandée mais qu'elle utilisa pour engager une deuxième couturière. Gabriel ne venait pas tous les jours. Quand il passait, il demandait d'abord s'il pouvait entrer. La première fois, Camille répondit non, la deuxième aussi. La troisième, elle le laissa porter des cartons et il le fit sans jouer les maladroits. Un matin, il confondit réellement 2 rouleaux de tissu et Nour éclata de rire. Là, je crois qu'il ne faisait pas semblant. Gabriel rit avec elle, un rire bref, presque étonné d'exister encore. Camille détourna les yeux pour cacher son sourire. Ce n'était pas le pardon, c'était un fil, mince, fragile, mais réel. Un mois après la réunion du conseil, Étienne fut officiellement exclu du groupe et visé par une procédure pour faux, abus de confiance et manipulation de documents internes. Eliane perdit son siège stratégique. Gabriel refusa de reprendre immédiatement la direction, malgré l'insistance de certains actionnaires, soulagés de pouvoir séparer sa faute de celle de son cousin. « Pas encore », déclara-t-il publiquement. « Un nom ne se nettoie pas en changeant seulement celui qui parle. »
Camille vit l'extrait en ligne depuis son atelier. Elle coupa la vidéo avant la fin, non parce qu'elle s'en moquait, mais parce que son cœur avait encore cette mauvaise habitude de réagir à sa voix. Le soir même, Gabrielle passa avec une boîte de pâtisserie d'une boulangerie du quartier, pas une adresse luxueuse choisie par assistant. « Nour aime celle aux amandes, dit-il. Camille prit la boîte. « Tu essaies encore de te rendre utile ?»« Oui. »« Pourquoi ?» Il sourit faiblement. « Parce que reconquérir ne veut pas dire récupérer. Je l'ai compris un peu tard. » Elle resta longtemps silencieuse, puis elle ouvrit la porte plus grand. « Tu peux entrer. 10 minutes. » Il entra comme on entre dans une église qu'on a autrefois incendiée. Ce soir-là, ils ne parlèrent pas du remariage, ni du passé avec de grands mots, ni d'un avenir qu'aucun des deux ne pouvait encore porter. Ils rangèrent des chaises, vérifièrent une livraison, mangèrent debout près de la table de coupe. Gabrielle demanda comment reconnaître une couture anglaise. Camille lui expliqua. Il écouta vraiment. Avant de partir, il posa sur le comptoir la vieille clé de l'atelier que Camille avait donnée autrefois à Nour pour les urgences. « Je l'ai trouvée dans la boîte des cintres. Je suppose qu'elle ne doit pas rester là. » Camille la prit, la regarda, puis la lui tendit. Gabrielle ne bougea pas. « Camille, ce n'est pas la clé de chez moi, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une victoire. » Il la prit avec une lenteur presque tremblante. « Alors qu'est-ce que c'est ?» Elle soutint son regard. « Une responsabilité. Tu ouvriras demain matin, à 7 heures. Si tu arrives en retard, je change la serrure. » Pour la première fois depuis longtemps, le sourire de Gabrielle ne contenait ni stratégie ni douleur, seulement une gratitude calme. « Je serai là. » Camille répondit. « Je sais. » Et cette fois, ces deux mots ne ressemblaient plus à une condamnation. Le lendemain, quand Camille arriva devant l'atelier, la lumière était déjà allumée. Gabrielle avait ouvert, préparé le café, sorti les tissus du jour et mal rangé les boutons, mais sans mensonge. Il se tenait près de la vitrine, une tasse à la main, regardant la rue comme un homme qui n'attendait plus d'être applaudi pour rester. Camille entra, posa son sac, corrigea en silence les boîtes de boutons, puis lui tendit un mètre ruban. « Tu as encore beaucoup à apprendre. » Gabrielle le prit. « Je sais. » Elle leva les yeux vers lui. « Et moi, j'ai encore beaucoup à décider. Je sais aussi, dehors. » Paris continuait à passer, indifférent et brillant. Dans l'atelier, rien n'était réparé entièrement. Rien n'était effacé. Mais pour la première fois, le silence entre eux ne servait pas à cacher une faute. Il laissait simplement une place à ce qui pourrait revenir, lentement, si Camille le voulait. Gabrielle avait joué l'idiot pour reconquérir sa femme, mais il comprenait enfin que la chose la plus stupide qu'il ait jamais faite n'était pas de se laisser humilier par Paris. C'était d'avoir laissé Camille pleurer seule, quand il aurait dû perdre le monde entier plutôt que de douter d'elle.